Le dernier organite que nous allons étudier est le noyau. C'est le plus volumineux des organites intracellulaires et c'est aussi bien sûr le plus important puisque sans noyau, une cellule ne peut pas vivre bien longtemps. Le noyau est la partie de la cellule qui contient le matériel génétique. C'est donc son centre vital et c'est bien sûr une structure absolument indispensable à la vie des cellules eucaryotes. Sa forme est variable, ça dépend en fait en gros de celle de la cellule, mais certaines cellules ont des noyaux de forme caractéristique, par exemple polynucléaire neutrophile, un noyau polylobé. D'autres cellules ont un noyau échancré. Globalement, la majorité des cellules ont un noyau de forme plus ou moins sphérique. La taille est variable, elle est en relation avec celle de la cellule, et en gros, on peut considérer que le noyau occupe 10% environ du volume de la cellule entière. Ce qui est intéressant, c'est de constater que le rapport de surface entre le noyau et le cytoplasme est relativement constant pour un type cellulaire donné. Et la variation de ce rapport est un critère diagnostique utile en pathologie cancéreuse lorsqu'on veut faire le diagnostic de malignité sur des cellules. Eh bien, l'analyse de ce rapport est un élément intéressant. Le nombre de noyaux, là, la plupart du temps, ce noyau est unique. Il y a un noyau par cellule. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des exceptions. Certaines cellules sont binucléées, certaines d'autres sont plurinucléées. Par exemple, l'ostéoclaste, donc cellule du tissu osseux, a une dizaine, voire davantage de noyaux. Ce noyau est individualisé en dehors de la division cellulaire et il va disparaître en tant que structure individualisée au cours de la mitose. Donc on va parler du noyau d'une cellule en interphase et décrire les différentes structures de ce noyau, l'enveloppe, le nucléoplasme, le nucléole et la chromatine. L'enveloppe nucléaire, c'est évidemment celle qui entoure le noyau, qui tente à l'isoler du hyaloplasme environnant. C'est une formation membranaire, mais qui est constituée de deux membranes séparées par un espace, appelé espace périnucléaire. Il y a donc une membrane externe et une membrane interne. La membrane externe est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux et comme le réticulum endoplasmique granuleux, elle supporte des ribosomes. En fait, on peut dire que cette membrane externe, c'est un espace spécialisé du réticulum endoplasmique granuleux. On constate que la lumière du réticulum endoplasmique granuleux communique avec l'espace périnucléaire. Il y a une continuité donc avec le réticulum endoplasmique granuleux. La membrane interne, elle est connectée à la membrane externe au niveau de zones de réflexion d'une membrane sur l'autre et c'est à ce niveau-là que se trouvent des structures particulières qu'on appelle les pores nucléaires. Cette membrane interne est tapissée sur sa face nucléoplasmique, donc sa face interne en quelque sorte, par une assise protéique qu'on appelle la lamina fibreuse ou la lamina densa. C'est un maillage fibreux constitué de lamines. Les lamines, vous vous en souvenez, ce sont des filaments intermédiaires. Il existe trois types de lamines, A, B, C, et ces lamines vont avoir un rôle dans le maintien de la structure de l'enveloppe, dans sa dissociation au cours de la mitose, dans sa reconstruction et dans ses relations avec la chromatine. Sur la figure située à droite, on voit tout à fait à droite et en bas le noyau, et au niveau des flèches, vous repérez un pore nucléaire avec tout à fait au-dessus des flèches les deux membrane externe et membrane interne qui là sont particulièrement bien visibles.
elles le sont moins visibles, ces deux membranes, dans la partie juste située en bas et à gauche des deux flèches. Une autre image du réticulum endoplasmique granuleux et de l'enveloppe nucléaire. En fait, c'est de cette image-là que j'ai isolé le pore nucléaire à l'instant. Donc vous voyez ici la continuité des sacs du réticulum endoplasmique rugueux. Le terme rugueux est le terme utilisé par les anglo-saxons. En français, on utilise plutôt le terme de granuleux. Donc réticulum endoplasmique granuleux qui est en continuité avec la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Sur ce dessin, j'ai représenté encore une fois les deux membranes, externes, internes, avec l'espace périnucléaire, et j'ai mentionné ici les différentes protéines de la lamina, donc protéines A, B et C, lamine A, B et C, qui sont donc en liaison étroite avec la membrane interne et également avec les fibres de chromatine, donc ils forment une sorte de pont moléculaire entre la membrane interne et les fibres de chromatine. Il existe donc au niveau de cette enveloppe nucléaire des pores, donc des ouvertures. Et ces pores sont issus de la réflexion des membranes externes et internes l'une sur l'autre. Et c'est bien évidemment à leur niveau que s'effectuent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. Et ces échanges sont importants quantitativement et fonctionnellement, bien évidemment. La densité des pores, le nombre de pores, est variable selon les cellules, mais on peut considérer qu'ils sont d'autant plus nombreux que la cellule est active et donc que le trafic est intense de part et d'autre de cette enveloppe. Dans les cellules, habituellement, on peut compter entre 2000 et 4000 pores par noyau, ce qui est assez considérable. Sur l'image de droite, microscopie électronique après cryofracture, on voit les deux membranes, membrane externe et membrane interne, qui sont accolées ou proches l'une de l'autre, et puis vous voyez ces espèces de trous qui correspondent aux pores nucléaires. Il y en a dans cette petite portion d'enveloppe un certain nombre. La structure des pores nucléaires est assez complexe. C'est un ensemble qui a entre 30 et 100 nanomètres de diamètre et dont la structure peut être considérée comme étant celle d'un canal à 8 parties organisées en 3 anneaux. Un anneau cytoplasmique, un anneau central qui est en liaison étroite avec la membrane nucléaire, qui est fixée sur la membrane nucléaire par une protéine transmembranaire qui s'appelle la GP210, et puis un anneau nucléaire. Et sur chaque anneau sont situées 8 protéines. De ces anneaux partent des fibrilles, des filaments, qui sont dirigés soit vers le hyaloplasme, soit vers le nucléoplasme, où ces fibrilles vont converger vers une plaque dense. Ça forme une structure dite en nasse. Souvent, on observe une sorte de granule centrale qui semble obturer le pore. En fait, il s'agit du matériel qui est transporté. Il y a énormément de protéines différentes, dont la plupart commencent à être connues maintenant. Le rôle de ces pores nucléaires, c'est évidemment le passage des molécules du noyau vers le cytoplasme ou vice-versa. Alors il faut distinguer bien évidemment les molécules selon leur taille. Les petites molécules, celles qui sont inférieures à 5 kDa, diffusent librement, mais les molécules de taille supérieure sont en équilibre plus ou moins lent entre les deux zones et on peut considérer que le modèle de transport est celui du double diaphragme, avec un premier diaphragme qui s'ouvre lorsqu'il y a reconnaissance du signal de transport, et la protéine à ce moment-là va s'engager dans le pore, et à ce moment-là, le deuxième diaphragme va s'ouvrir quand le premier se ferme,
et la protéine change de compartiment. Voilà une schématisation de ce pore nucléaire, donc où l'on retrouve les différents anneaux. Anneau cytoplasmique en haut, anneau central, où se situe la protéine Gp210 qui fixe le complexe du pore nucléaire à la membrane, à l'enveloppe nucléaire, et ensuite l'anneau nucléaire, et vous voyez en bleu un certain nombre de filaments, de fibrilles qui partent soit en direction du cytoplasme, soit en direction du noyau, où ces fibrilles se rassemblent pour former un anneau distal. Bien évidemment, le transport est un processus actif qui est ATP dépendant, donc qui va consommer de l'énergie, et qui souvent s'accompagne d'un agrandissement temporaire du diamètre du pore. Mais cela est réalisé par un mécanisme qui pour le moment n'est pas connu. À certains moments, dans la vie de la cellule, les protéines du pore seront phosphorylées et ça va entraîner leur dégradation, leur dépolymérisation. Et au contraire, la déphosphorylation autorisera la reformation des pores, la reformation de l'enveloppe nucléaire. À côté de l'enveloppe nucléaire et des pores, il existe d'autres structures dans le noyau. Une en particulier qui est importante est le nucléole. Ce nucléole, c'est une structure qui est visible en microscopie optique. En effet, c'est un élément dont le diamètre est de l'ordre de 1 à 2 micromètres, donc tout à fait visible. C'est une structure qui est la plupart du temps unique. Il y a un nucléole dans une cellule, dans un noyau. Parfois il y en a deux, parfois il y en a plus, mais c'est en général dans les cellules pathologiques et encore une fois, ça peut être un critère de reconnaissance de cellules malignes que de voir plusieurs nucléoles volumineux. Il n'y a pas de membrane qui entoure spécifiquement le nucléole, mais plutôt un renforcement de la chromatine, une sorte de densification de la chromatine. Vous voyez sur la partie droite de la diapo un noyau d'une cellule et au niveau de ce noyau, dans la partie gauche et en haut du noyau, le nucléole qui a ici une forme arrondie, plus condensée, plus noire que le reste de la chromatine. Alors lorsqu'on regarde avec un grossissement suffisant ce nucléole, on constate qu'il est constitué de 3 structures associées, une partie centrale qu'on appelle le centre fibrillaire ou le composant pâle et qui contient essentiellement de l'ADN, des boucles d'ADN. Autour de ce centre fibrillaire se trouve une structure qu'on appelle le composant fibrillaire dense, qui est une sorte de couronne, et c'est à ce niveau-là que se fait la transcription de l'ADN en ARN. Et puis, troisième élément, le composant granulaire, qui est en périphérie, qui contient essentiellement les ribosomes. Sur ce grossissement un peu plus important, on voit mieux le nucléole, donc assez dense, et à droite, les différents constituants, composants centre fibrillaire, composants fibrillaire dense et composants granulaires. La composition biochimique du nucléole est faite d'abord d'ADN, et effectivement, il y a, dans le centre fibrillaire, des boucles d'ADN qui appartiennent à plusieurs chromosomes, qui sont tous impliqués dans la fabrication de l'ARN ribosomal, donc qui portent en fait ces chromosomes, les gènes qui codent pour l'ARN ribosomal. Sur la figure de droite, on voit donc une schématisation du noyau avec l'enveloppe nucléaire, du nucléole qui a été dessiné ici particulièrement volumineux et central, et des boucles d'ADN qui vont se positionner au niveau de la partie centrale du nucléole. Alors, ces boucles d'ADN correspondent d'abord
aux chromosomes 13, 14, 15, 21, 22, qui sont des chromosomes acrocentriques qui contiennent donc des gènes codants pour les ARN ribosomaux. On appelle ces gènes des NOR, et donc ils se trouvent au niveau du centre fibrillaire. Il y a donc 10 NOR par noyau diploïde, puisqu'il y a 5 paires de chromosomes acrocentriques qui sont impliqués. Mais en plus de ces boucles contenant les gènes codants pour les ARN ribosomaux, il y a des boucles d'ADN non impliquées dans la synthèse de l'ARN ribosomal, et ces boucles appartiennent aux chromosomes 1, 9 et Y. Et là, on ne sait pas quelle est la fonction de ces boucles d'ADN appartenant à ces chromosomes 1, 9 et Y. Sur ce schéma, j'ai repris le dessin à gauche de la cellule, du noyau, du nucléole et des boucles d'ADN. Vous voyez les chromosomes qui sont impliqués, 13, 14, 15, 21, 22, et sont mentionnés ici, ce qu'on va voir dans un instant, l'existence de protéines particulières qu'on appelle les protéines argyrophiles, qui ont des fonctions de support, de protection. À côté de l'ADN, il y a bien évidemment de l'ARN, puisque cet ADN va être transcrit et on va produire dans un premier temps un transcrit 45S qui est le même, c'est un précurseur qui a 13 000 nucléotides, qui est transcrit grâce à la polymérase 1, et ce précurseur 45S va être clivé en différentes espèces moléculaires d'ARN ribosomal, 28S, 5,8S et 18S. Donc ces trois espèces moléculaires d'ARN ribosomal proviennent en fait du même transcrit primaire, et donc ils sont produits en même quantité. Et le reste des nucléotides est dégradé au niveau du nucléole. On trouve un autre ARN ribosomal qui a une constante de sédimentation de 5S, et celui-ci, il n'est pas synthétisé dans le nucléole, mais en fait, il est transcrit dans le noyau par une autre enzyme, une ARN polymérase de type 3, et il va ensuite migrer dans le nucléole. Ces différentes espèces moléculaires se trouvent dans le composant fibrillaire dense et dans le composant granulaire du nucléole, et ils vont ensuite être utilisés pour constituer les ribosomes. Le 18S va faire partie de la petite sous-unité des ribosomes. Le 28S, le 5,8S et le 5S vont faire partie de la grande sous-unité des ribosomes. Donc les deux premiers ayant une origine nucléolaire et le deuxième une origine nucléoplasmique. Il existe donc en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, des protéines que l'on va voir avec la diapo suivante. Ici, c'est simplement un résumé des différentes étapes dans la synthèse des ribosomes et donc l'implication de nucléoles dans cette synthèse des ribosomes. C'est la fonction principale des nucléoles de fabriquer les ARN ribosomaux. Et vous voyez ici, de nouveau, la boucle de l'organisateur nucléolaire, la transcription avec le précurseur, le transcrit unique ARN 45S, et ensuite la dégradation de ce 45S en différentes espèces qui rentrent dans la constitution, comme on voit en bas de la figure, de la grosse sous-unité des ribosomes ou de la petite sous-unité des ribosomes. Et là, vous constatez très nettement que l'ARN 5S a une provenance autre, puisqu'il est synthétisé dans le nucléoplasme.
Les protéines. Il y a dans le nucléole un certain nombre de protéines, bien évidemment l'ARN polymérase de type 1, puisque c'est cette substance qui transcrit les gènes en précurseur 45S, mais il y a aussi des ribonucléoprotéines qui sont synthétisées dans le cytoplasme et qui sont utilisées en association avec les ARN ribosomaux pour former les ribosomes. Il y a des protéines qui catalysent les réactions, des enzymes diverses, et des protéines de liaison, dont certaines sont argyrophiles, c'est-à-dire colorables par l'argent. Elles ont des noms divers, la C23, appelée aussi nucléoline, la B23, et il y en a d'autres. Et ces protéines, donc, qui ont un rôle de structure, qui ont un rôle de protection, sont intéressantes parce qu'on peut les mettre en évidence assez facilement grâce à une coloration à l'argent. Et donc ce qu'on met en évidence, c'est des espèces de spots, comme vous voyez ici sur la figure de droite en fluorescence. Ces spots verts correspondent en fait à une mise en évidence des organisateurs nucléolaires. Comme ils sont mis en évidence par une réaction à l'argent, on les appelle les agénores. Et vous voyez ici, dans des cellules tumorales, ces spots sous la forme donc de ces grains verts fluorescents. Le nucléole évolue au cours du cycle cellulaire. Effectivement, quand la cellule approche de la mitose, la taille du nucléole va diminuer et le nucléole va complètement disparaître à la fin de la prophase. Et puis, ultérieurement, il va y avoir réapparition des nucléoles sous la forme de diptynucléoles, puisque ces petits nucléoles vont réapparaître localisés au niveau des nores, au niveau des organisateurs nucléolaires, et comme il y en a 10, eh bien, on va voir se former, pendant la télophase, diptynucléoles qui vont très rapidement fusionner pour en former qu'un seul. La fonction du nucléole, eh bien, on en a déjà parlé, c'est évidemment la transcription de l'ADN et la formation des ribosomes. À l'intérieur de l'enveloppe existe un liquide, plus ou moins visqueux, qui s'appelle le nucléoplasme. En fait, sa structure est mal connue, il y a très certainement une trame protéique, et puis tout un ensemble de protéines qui interviennent dans les différents processus de la réplication, de la transcription de l'ADN. Et il y a, dans ce nucléoplasme, un réseau filamenteux qui s'appelle le nucléosquelette, qui est finalement relativement proche dans sa fonction d'avec le cytosquelette qu'on a vu précédemment. Donc c'est une charpente protéique qui va d'une part apparaître sous la forme d'une condensation autour de l'enveloppe, c'est la lamina densa dont on a déjà parlé, autour du nucléole également, et sous la forme d'un réseau à mailles plus ou moins lâches. Donc j'ai repris le schéma qu'on a vu précédemment pour voir cette condensation autour de l'enveloppe, donc qui est dessinée ici en rouge. Par contre, je n'ai pas représenté le réseau à mailles plus ou moins lâches. Ce réseau est composé de lamines A, B, C. Les lamines A et C sont produites par un même gène, la lamine B par un autre. Et en fait, on a un réseau de lamines A et C qui adhèrent à l'enveloppe par l'intermédiaire de la lamine B. Donc c'est cette lamine B qui est fixée à un récepteur membranaire d'un côté et de l'autre côté au réseau constitué de lamines A et C. Et les fibres de la chromatine donc se fixent sur ce réseau. Comme je le disais tout à l'heure, ce réseau, cette charpente protéique, va se désassembler lors de la mitose, et on en reparlera à propos de la description de cette mitose. Dernier élément constitutif du noyau, c'est la chromatine. Alors en fait, cette chromatine, c'est la forme sous laquelle se présente l'ADN, plus ou moins condensé et associé à diverses protéines. La chromatine représente les chromosomes qui ne sont pas reconnaissables en dehors d'une période très courte de la division cellulaire.
Alors, l'aspect en microscopie optique est extrêmement variable selon le type cellulaire, mais aussi selon la technique qui est utilisée, selon le fixateur qui a été utilisé. Bon, il y a parfois quelques dispositions qui sont un peu particulières et un peu spécifiques, comme une chromatine répartie en damiers pour une cellule qu'on appelle le plasmocyte. Mais globalement, c'est un réseau à maille plus ou moins fine, avec des granulations et des mottes. On voit sur la figure en haut à droite différents types cellulaires, et à l'évidence, vous constatez que les noyaux n'ont pas une chromatine identique. La petite cellule du milieu qui est un lymphocyte a une chromatine dense, avec des condensations très importantes, alors que les cellules qui sont tout autour, qui sont des cellules malignes, eh bien, ont une chromatine relativement plus fine, plus claire. Donc il y a des aspects tout à fait différents. Alors, dès l'observation en microscopie optique, on peut voir qu'il y a finalement deux sortes de chromatines, une chromatine dense qu'on a appelée l'hétérochromatine et une chromatine claire qu'on a appelée l'euchromatine. Donc des zones denses, des zones claires, qui sont en proportion extrêmement variable selon le type de cellule, selon aussi l'activité de la cellule. En microscopie électronique, en réalité, ce sont des fibres qui sont plus ou moins serrées les unes contre les autres, les fibres chromatiniennes, et entre les fibres, il y a des espaces peu colorables qui sont occupés par des granules d'ARN, des fibrilles, par des agrégats. On voit cet aspect sur la microphoto électronique en bas et à droite, où on repère de nouveau le noyau avec son enveloppe, le nucléole, et puis tout autour, vous voyez une chromatine hétérogène avec des zones claires, des zones plus denses. De quoi est constituée la fibre chromatinienne? C'est évidemment la molécule d'ADN qui est l'élément de base. Et cette molécule d'ADN est représentée sous la forme d'un filament de 1,5 à 2 nanomètres d'épaisseur. C'est la double hélice bien classique. C'est une molécule très longue. Si la molécule d'ADN était déroulée, elle représenterait à peu près 1 mètre de longueur. Mais tout ça, c'est compacté dans un noyau qui est relativement petit. Et c'est compacté parce qu'il y a une spiralisation, d'abord autour de structures protéiques qu'on appelle les nucléosomes. Et cette première spiralisation donne un aspect en collier de perles. Ensuite, il y a d'autres spiralisations qui font que la compaction augmente au fur et à mesure et va se terminer par la formation de boucles et la formation de chromosomes. Donc, spiralisation autour des nucléosomes, superstructure en solénoïde par spiralisation de la chaîne des nucléosomes, et puis d'autres spiralisations, et ça aboutit à la structure qu'on voit lors de la division, qui est le chromosome. Alors, ces nucléosomes, dont on voit une schématisation dans le dessin de droite, ces nucléosomes sont en fait constitués par des protéines qu'on appelle les protéines histoniques ou les histones. Voilà une schématisation, un dessin des nucléosomes sous la forme de disques protéiques d'octamères constitués, donc un octamère de 8 molécules d'histones. Chaque octamère est constitué de 2 molécules d'histone A, 2 molécules d'histone H2B, 2 molécules d'histone H3 et 2 molécules d'histone H4. Donc ça forme une sorte de cylindre autour duquel vont s'enrouler les fibres d'ADN. Vous voyez cet enroulement dans la partie haute de la figure, enroulement qui n'est pas tout à fait complet, puisque en fait il y a 146 paires de bases d'ADN qui sont enroulées autour du noyau d'histone et ça forme un peu moins de 2 tours de spire. Et puis il y a la partie intermédiaire entre les deux nucléosomes qui
n'est pas dépourvu de support, puisqu'il existe une cinquième molécule d'histone, qui s'appelle l'histone H1, qui n'intervient pas donc dans la constitution du nucléosome, mais qui est située entre les nucléosomes, qui permet l'interaction entre deux nucléosomes voisins, et qui permet de supporter, de protéger en quelque sorte la fibre d'ADN. Cet ADN de liaison, donc cette partie qui est entre deux nucléosomes, a environ 50 paires de bases. Voici un dessin assez ancien représentant la fibre de chromatide avec ses différents enroulements, le premier autour du nucléosome, en bas, au milieu, et puis l'enroulement des nucléosomes les uns par rapport aux autres, donnant donc une spiralisation dite en super-hélice. La constitution biochimique de la chromatide, c'est essentiellement des acides nucléiques. Alors c'est de l'ADN pour 30%. Je ne vais pas décrire l'ADN, ce sera fait dans le cours de biochimie. Vous savez qu'il s'agit d'une macromolécule constituée d'une suite de nucléotides, d'une chaîne bicaténaire. Il y a aussi, au niveau de cette chromatine, des ARN. Là encore, je ne préciserai pas longuement la description. Vous savez que c'est un polymère linéaire de nucléotides, c'est une chaîne monocaténaire, mais avec des zones locales de complémentarité. Et puis, il y a tout un ensemble de protéines. Ce sont des protéines histoniques, on vient d'en parler, protéines basiques, l'H1, l'H2A, l'H2B, l'H3, l'H4, qui sont des protéines très bien conservées au cours de l'évolution, donc avec l'H2A, H2B, H3, H4 qui forment l'octamère du nucléosome, et l'H1 qui sert en quelque sorte de trait d'union. Puis il existe des protéines non histoniques, des enzymes comme l'ADN polymérase, les ARN polymérases, des nucléases, des lipases, des enzymes de méthylation, etc. Mais aussi des récepteurs hormonaux, mais aussi des facteurs de transcription, etc., etc. Quelles sont les relations entre la structure et les fonctions de la chromatine? Eh bien, il faut d'abord se rappeler que l'expression d'un gène nécessite l'accessibilité de l'ADN aux enzymes de restriction, et donc cela implique la décondensation de la région de la chromatine qui est condensée. Et cette décondensation s'effectue sous l'influence de différentes réactions chimiques, en particulier l'acétylation des histones, sous l'influence aussi des modifications de la liaison entre l'histone H2A et l'ubiquitine. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des zones sombres, appelées hétérochromatines, et des zones plus claires, appelées euchromatines. Les zones sombres, qui sont des zones denses, où la chromatine est condensée, ce sont des zones où l'activité des gènes est arrêtée. On dit que la chromatine est réprimée. Donc ces zones d'hétérochromatine, on peut en distinguer deux catégories. Une hétérochromatine dite constitutive, c'est-à-dire des zones où l'ADN n'est jamais transcrit. C'est par exemple l'ADN répétitif au niveau des centromères, ou l'ADN satellite des bras courts des chromosomes macrocentriques, ou d'autres structures. Donc ici, un ADN toujours condensé, tant jamais transcrit. Et puis, il y a une hétérochromatine qui est dite facultative, c'est-à-dire qu'à certains moments de la vie de la cellule, cette chromatine peut se décondenser et donc être le lieu d'une activation des gènes, donc d'une transcription. Et puis à d'autres moments de la vie de la cellule, cette hétérochromatine reste condensée et donc reste inactive. Les zones claires, donc les zones de chromatine, ce sont les régions où l'ADN est transcrit, et on peut considérer que c'est d'abord le chromatine qui se réplique en début de phase S, et vers le milieu, la fin de la phase S, c'est l'hétérochromatine qui se réplique
lors donc de la multiplication par 2 du contenu en ADN. Alors cette hétérochromatine, à quoi sert-elle? L'hypothèse actuelle est de dire que c'est un rôle de protection des régions vitales du génome, que ça permet aussi d'établir des relations entre les différentes régions chromosomiques. Mais cela, c'est un petit peu flou et ça manque un peu de précision dans les connaissances. Donc, il manque à ce cours toute la description biochimique de l'ADN et de l'ARN, mais cela, vous devez vous reporter au cours de biochimie pour avoir le détail de tout ce que cela concerne.